6 milliards de dollars partis en fumée, 5 milliards d'utilisateurs touchés, Mark Zuckerberg et tout le réseau Facebook en PLS pendant 7 heures d'affilée. Les amis, aujourd'hui, on va revenir sur l'une des plus grandes catastrophes technologiques de la décennie. Je parle bien évidemment du hashtag Facebook Down. Alors, je sais que vous en avez déjà entendu parler dans les médias, clairement tout le monde en a parlé, mais je voulais revenir dessus, faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé et ce pour plusieurs choses. Déjà pour vous expliquer les raisons réelles de ce crash monumental, pourquoi et comment concrètement Facebook a disparu de la surface de la Terre pendant plusieurs heures. Ça nous permettra d'ailleurs de faire un point tuto sur comment Internet fonctionne globalement, mais aussi pour vous parler des conséquences à la fois pour Facebook, pour les utilisateurs, mais aussi pour les entreprises. Et vous allez voir qu'il y a des choses assez folles qui se sont passées et qu'on n'a pas forcément entendu parler dans les médias. Bref, sans plus tarder, voici mon analyse autour de la panne mondiale de Facebook. Les faits, rappelez-vous, lundi 4 octobre 2021, vers 17h30, heure française, l'ensemble des sites et services du groupe Facebook sont tombés en panne. Une panne géante qui a empêché plusieurs milliards d'utilisateurs d'accéder aux réseaux sociaux Facebook et Instagram et de communiquer via les services de messagerie WhatsApp et Messenger. Littéralement, pendant 7 heures, il était impossible de se connecter sur Facebook et Insta et impossible de communiquer, que ce soit sur WhatsApp ou Messenger, puisque tous ces réseaux appartiennent à un seul et même réseau, Facebook. Bon, des bugs, ça arrive, mais celui-là est considéré comme étant le plus gros jamais vu. Un service aussi puissant qui est indisponible pendant 7 heures, c'est extrêmement rare. Alors pourquoi un tel bug et pourquoi ça a mis autant de temps aux techniciens ou aux ingénieurs pour réparer cette faille? Est-ce qu'il s'agissait d'une attaque de hacker? Est-ce que c'est un stagiaire qui a renversé le café de Zuckerberg sur son laptop? Ou est-ce qu'il y a des raisons plus complexes? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie de la vidéo. Bon, pour comprendre ce qui s'est réellement passé, je pense qu'il est important de reprendre les bases d'Internet et de vous parler globalement comment le réseau fonctionne. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Internet est un réseau composé de plusieurs réseaux qui communiquent entre eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'on représente le net par une gigantesque toile d'araignée où chaque nœud représente un réseau. On pourrait aussi imaginer ça avec une immense carte de réseau de transport où chaque station est un réseau et où tout est relié par des routes permettant de transiter entre chaque réseau. Vous, en tant qu'internaute, vous avez ce qu'on appelle un routeur, donc une box reliée au réseau de votre fournisseur d'accès Internet. Donc si vous avez une box Free, vous êtes relié au réseau Free. Si vous avez une box Orange, vous êtes sur le réseau Orange, etc. Du coup, si vous êtes chez Free et que vous voulez envoyer un email à un ami qui est chez Orange, concrètement, c'est que vous tentez de communiquer avec le réseau Orange de votre ami. On est chez Orange et vous avez droit à une Orange. Et techniquement, quand vous cliquez sur le bouton Envoyer, vous envoyez en réalité plusieurs petits paquets d'informations comme plusieurs morceaux de puzzle de votre email. Et ces petits paquets d'informations vont avoir besoin de 3 choses. La première, savoir qui est l'expéditeur. La deuxième, savoir qui est le destinataire. La troisième, connaître la route la plus rapide pour faire transiter ces informations entre les deux réseaux. Ok, quand vous vous connectez à votre box, votre fournisseur d'accès Internet vous attribue une adresse IP. Alors pour faire rapide sur Internet, une adresse IP, c'est comme votre adresse postale. Du coup, vos petits paquets d'informations connaissent leur point de départ, donc qui est l'expéditeur, et sur quel réseau il est. Et votre ami, lui, possède également une adresse IP, et quand vous entrez l'adresse de votre ami dans la partie destinataire, vos petits paquets d'informations savent à quelle adresse se rendre. C'est exactement comme si vous partiez en vacances, si vous êtes à Paris et que vous voulez aller à Marseille. Vous allez indiquer à votre GPS une adresse de départ et une adresse d'arrivée. Et disons que les petits paquets d'informations que vous voulez faire transiter d'un point A à un point B sont vos bagages. Le problème, comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'Internet est une gigantesque toile d'araignée. Du coup, pour aller du point A au point B, vous avez le choix de prendre différentes routes. La route que vous allez prendre va avoir des répercussions sur le temps de trajet et l'énergie que vous allez dépenser. Sur Internet, quand vous voulez faire transiter une information d'un réseau à un autre, comme par exemple quand vous envoyez un email, eh bien ces fameux petits paquets d'informations vont chercher quel est le chemin le plus rapide pour aller d'un point A à un point B. Et pour savoir quel sera le chemin le plus rapide, elles vont avoir besoin d'un GPS. Et sur Internet, ce GPS s'appelle le BGP pour Border Gateway Protocol. Du coup, à chaque fois que vous voulez vous connecter à un site comme Facebook par exemple, vous envoyez une information à votre réseau, une requête qui va tenter d'établir une connexion au réseau Facebook. Alors le
problème, c'est que le réseau est tellement complexe que si votre GPS bug, eh bien concrètement, vous ne pourrez pas savoir quelle route prendre pour vous rendre jusqu'à Facebook. Bon, est-ce que vous me suivez jusque-là? Ok, maintenant, on va parler de DNS. Pour faire très simple, le DNS, c'est la même chose qu'un annuaire téléphonique. Rappelez-vous, à chaque fois que vous vous connectez à votre box, votre fournisseur d'accès à Internet vous attribue une adresse IP pour vous identifier et savoir où vous vous situez précisément sur cette immense toile d'araignée. Quand vous vous connectez à un site comme Facebook, par exemple, en réalité, c'est une adresse IP, la vôtre, qui tente de se connecter à une autre adresse IP, celle de Facebook. Le problème, c'est qu'une adresse IP, ça ressemble à ça. Si on devait se rappeler de chaque adresse IP, de chaque site internet, eh bien, on serait dans la merde. C'est pourquoi on a inventé les noms de domaine comme facebook.com, amazon.com ou affiliation-ninja.com. Beaucoup plus facile à retenir et moins galère à taper dans une barre de recherche qu'une série de numéros. Le DNS, c'est donc ce qui va permettre d'indiquer à quel domaine est relié telle ou telle adresse IP. Du coup, si vous effacez l'adresse IP du DNS qui correspond au nom de domaine Facebook, vous aurez beau essayer d'envoyer une requête en tapant l'URL de Facebook sur Google, votre recherche ne pourra aboutir, puisque l'adresse IP de destination sera inconnue. C'est comme si vous partiez de Paris et que vous tapez sur le GPS camping Les Flots Bleus. Si la position GPS du camping n'est pas enregistrée dans le logiciel, le GPS ne pourra tout simplement pas vous indiquer la route pour vous y rendre. Alors, on n'attend pas Patrick ? Vous connaissez le nom, mais vous ne connaissez pas sa position GPS. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, du coup, quel rapport avec le DNS, le BGP et notre crash historique de Facebook? Selon les sources et les communiqués officiels, le problème viendrait d'une mise à jour du BGP qui a foiré. En gros, le GPS aurait supprimé les routes pour se rendre sur Facebook. Et si les routes disparaissent, eh bien plus personne ne sait comment s'y rendre. Ce qui a entraîné par la même occasion une déconnexion du nom de domaine sur le DNS. Pour résumer, c'est comme si Facebook avait disparu, pouf, évaporé, plus de Facebook. Tout ça à cause d'une putain de mise à jour qui s'est mal déroulée. Alors bien sûr, c'est ce qui est ressorti des communiqués et des médias de façon officielle, mais de façon officieuse, certaines personnes pensent que ce crash aurait pu être l'œuvre de hackers. Honnêtement, je pense que c'est peu probable, mais il reste une part de mystère autour de ça. Surtout sur le fait que le problème a duré quand même 7 heures, ce qui est énorme en temps pour résoudre un bug. Alors pourquoi ça a été si long? Eh bien on a quelques réponses et c'est assez drôle en réalité. La première cause de cette interminable calvaire viendrait de la faute des utilisateurs. Je m'explique. Rappelez-vous de notre histoire de route et de réseau de transport. Imaginez que demain, on est le 15 août et que tous les Parisiens décident de partir en vacances le même jour au camping Les Flots Bleus. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un énorme ralentissement au niveau du trafic, puis un énorme bouchon. Sur un site internet, c'est un petit peu pareil. En fait, si tout le monde décide de se rendre sur un site en même temps, se connecter au site va prendre un temps fou. Et si le trafic dépasse la capacité d'accueil autorisée, eh bien le site crash tout simplement. D'ailleurs, c'est une technique bien connue des hackers qu'on appelle le DDoS. Le but étant d'envoyer une armée de milliers de robots sur un site pour le faire cracher. Puisque généralement les serveurs qui hébergent les sites ne sont pas faits pour accueillir autant de trafic à la fois. Dans le cas de Facebook, le fait que le site soit inaccessible, les internautes ont commencé à s'affoler. Et ils ont essayé de se connecter encore et encore et encore, pendant 7 heures d'affilée, envoyant des tas de requêtes au serveur DNS. Ce qui fait que pendant le bug, il y a eu 30 fois plus de requêtes que d'habitude. C'est-à-dire que les DNS ont dû tenter de répondre à 30 fois plus de demandes. Ce qui a entraîné une grosse latence sur le réseau. Ouais, on peut dire que Facebook s'est fait DDoS par ses propres utilisateurs. Heureusement que Facebook est un mastodonte, qu'il a son propre réseau et ses propres data centers qui permettent de traiter autant de requêtes, sinon les problèmes auraient été encore plus longs à traiter. Mais ce n'est pas la seule raison du pourquoi ça a mis 7 heures à être résolu. Là aussi, pour faire simple, vu que tout le réseau était bondé et difficile d'accès, il a fallu aux techniciens de se rendre directement sur place, donc physiquement, dans les data centers pour corriger à la main le problème. Donc déjà, on peut compter le temps de trajet des techniciens. Bonjour, c'est Jean-Denis, technicien Orange. D'ici 5 à 10 minutes, je serai là, ok? Sauf que les mecs qui sont arrivés devant les locaux se sont tout simplement retrouvés bloqués devant la porte. Il faut savoir que les data centers, et notamment ceux de Facebook, ce sont des locaux ultra sécurisés. Donc au minimum, il faut avoir un badge électronique pour entrer. Ouais. Le souci, c'est que Facebook a pour habitude de tout gérer en interne. Ses réseaux sociaux, ses outils de communication, ses serveurs et ses systèmes de sécurité. Du coup, si le réseau de sécurité est en panne, eh bien, tu peux rester un bon moment comme un con devant la porte avec ton badge qui ne sert plus à rien. Ouais. Et rajouter à ça le fait que Facebook communique principalement avec ses propres outils comme Messenger et WhatsApp qui, je le rappelle, sont tous out à ce moment-là. Et vous commencez à comprendre pourquoi ça a pris autant de temps à régler l'histoire. Voilà donc grossièrement
entièrement pourquoi le réseau Facebook a complètement merdé autant de temps et pourquoi ça a fait autant de mal. Mais du coup, quelles conséquences cela a engendré? Conséquence pour Facebook et les entreprises, environ 7 milliards d'euros de pertes ont été enregistrés pendant le crash. Ce qui fait un manque à gagner d'1 milliard pour Facebook pour chaque heure passée à tenter de résoudre le problème. À partir de là, on commence à prendre réellement conscience de la puissance financière de Facebook. Mais d'où viennent ces pertes exactement? La plupart d'entre vous auront deviné, mais Facebook n'est pas seulement un réseau social. C'est aussi et surtout un emplacement publicitaire pour les entreprises. Facebook gagne de l'argent avec sa régie publicitaire, Facebook Ads, qui permet aux entreprises de payer pour afficher leurs pubs sur le mur des utilisateurs. Du coup, conséquence pour Facebook, une grosse perte financière enregistrée, mais aussi une éventuelle perte de confiance de la part de ses utilisateurs. Les gens ont notamment commencé à flipper en pensant que toutes leurs données ont été volées par des hackers. Mais c'est aussi et surtout des conséquences financières pour les entreprises qui ont vu leur business et leur publicité stoppées pendant 7 heures. Ce qui, pour certaines entreprises qui dépensent un max de budget en ads, représente également un manque à gagner. Par exemple, moi, si demain Google se met à faire n'importe quoi, concrètement, ça foutrait un gros bordel dans mon business. Puisque j'utilise par exemple Google Drive pour stocker mes fichiers, Google Agenda pour mes réunions et rendez-vous, et que mes sites dépendent essentiellement de l'algorithme de Google. Et c'est pareil pour les influenceurs sur Instagram, qui est littéralement leur outil de travail. C'est juste hyper choquant, mais voyez, on a fini par... Enfin, j'ai demandé à ma copine Zaz d'appeler les pompiers. Du coup, un simple petit bug technique et ça peut vite devenir la catastrophe. En revanche, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et d'autres entreprises ont d'ailleurs bien profité du Facebook Down. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voyons maintenant les conséquences pour l'utilisateur. Cette panne massive de Facebook a soulevé quelque chose de plutôt intéressant à notre dépendance aux réseaux sociaux. Déjà, d'un point de vue psychologique, on a pu identifier un comportement, disons, addict sur les réseaux sociaux. En gros, on a pu assister à un véritable exode numérique. Le fait que les utilisateurs n'avaient plus accès à leur application, ils ont à tout prix cherché une alternative pour combler leur manque de relations virtuelles. Paradoxalement, et selon de nombreuses études avec les réseaux sociaux, les gens sont de nature moins sociable en IRL, donc in real life, mais au contraire cherchent à tout prix à entretenir des relations virtuelles à travers leurs réseaux sociaux. Et ça, eh bien, ça s'est traduit par une affluence record sur des applications de messagerie alternatives. Vu que les gens ne pouvaient plus utiliser Facebook Messenger et WhatsApp, des millions de personnes ont migré sur d'autres messageries en ligne comme Signal et Telegram, pour justement combler ce manque de communication en ligne. Du coup, j'en reviens à ce que je disais, des sociétés comme Signal et Telegram, par exemple, ont profité de ce bug pour récupérer un max de nouveaux utilisateurs. Et d'un point de vue plus technique, cette panne a soulevé également une prise de conscience sur le fait que notre dépendance pouvait être dangereuse. Bon, c'est clairement pas un secret, Facebook et compagnie sont les rois pour stocker toutes nos données personnelles et les revendre aux annonceurs, vu que c'est comme ça qu'ils font du fric. Et le fait qu'une telle panne intervienne quasiment au même moment où un scandale éclate sur Facebook, concernant la fuite de données pour 1,5 milliard de personnes vendues sur un forum du Darknet. Eh bien, ça pose problème. En fait, si l'hypothèse que la panne Facebook est due à une attaque de hacker est vraie, alors cette fuite de données pourrait tout à fait être liée à ça. Bien sûr, c'est une hypothèse et je ne pourrais évidemment pas vérifier ça. Mais ça voudrait dire que les noms, prénoms, email, téléphone ou bien encore la localisation de plus de 1,5 milliard de personnes seraient actuellement en vente sur un forum du Dark Web. Mais encore une fois, c'est juste une supposition. En tout cas, une chose est sûre, Mark Zuckerberg serait le dernier à s'en vanter car une telle fuite de données pourrait lui coûter très cher auprès de Privacy Shield, qui n'est autre que le CNIL version États-Unis. Autre conséquence pour les utilisateurs et que peu de médias parlent, mais vous êtes sûrement au courant que vous pouvez vous inscrire à des sites grâce à l'authentification de Facebook. Par exemple, vous pouvez créer un compte sur Airbnb en vous authentifiant avec votre profil Facebook. Le truc, c'est qu'il y a des mecs qui se sont retrouvés à la rue car ils ne pouvaient plus accéder à leur compte Airbnb. Bon, c'est un peu des fun facts, mais t'as aussi un gars qui avait un date, sauf que le seul moyen de communiquer avec la personne, c'était Instagram. Du coup, bah, pas de date. Mais plus sérieusement, dans les pays d'Afrique où avoir un forfait téléphonique est ultra coûteux, eh bien c'est WhatsApp qui est le plus utilisé, vu que c'est gratuit. Et forcément, dans certains pays d'Afrique, des familles et entreprises entières étaient coupées de toute communication. Et j'imagine que partout dans le monde, des tas de personnes ont dû s'embrouiller en mode « il répond pas à mes messages, il m'a mis un vu ». Comme quoi une seule application vous manque et tout est dépeuplé.
Alors pour conclure cette vidéo, je voulais tout d'abord revenir sur un fait d'actualité assez marrant avant de vous donner quelques conseils en toute humilité vis-à-vis de tout ça. Il faut savoir que vu que Mark Zuckerberg utilise essentiellement ses propres outils et que tout a craché en même temps. Du coup, il a dû se rendre sur une application concurrente qu'il déteste, Twitter de Jack Dorsey. D'ailleurs, il est arrivé la même chose pour Snapchat récemment et les fondateurs de Snapchat ont dû se résigner à utiliser Twitter comme moyen de communication. Bien évidemment, Jack Dorsey n'a pas pu s'empêcher de se foutre de la tronche de Mark Zuckerberg sur Twitter. Juste après la chute des services Facebook, Twitter a balancé un tweet disant « Bonjour, littéralement tout le monde », faisant référence à tous les utilisateurs de Facebook, Insta et WhatsApp qui sont venus prendre des nouvelles du bug. Cette publication compte déjà plus d'1 million de favoris et des milliers de réponses, dont une des community managers de WhatsApp qui a répondu « Bonjour ». Évidemment, Jack Dorsey n'a pas pu s'empêcher de troll en leur répondant « Je pensais que c'était censé être crypté », faisant référence aux messages WhatsApp qui sont cryptés sur la plateforme pour plus de sécurité. Aussi, il faut savoir que lorsque Facebook a planté, le nom de domaine a même rapidement été mis en vente sur Domaintool, donc un site sur lequel vous pouvez acheter des noms de domaine. Et encore une fois, Jack Dorsey ne s'est pas retenu de demander sur Twitter combien. Pour savoir donc combien pour racheter le nom de domaine Facebook avec un lien qui montre le site en vente sur Internet. Puis le PDG de Twitter a même fini par clasher Mark Zuckerberg une 4e fois en mettant un lien vers son compte SoundCloud qui renvoyait vers la chanson de Kanye West, Off the Grid, qui dans ce contexte peut être traduit par hors ligne. Bref, c'était assez marrant de voir comment deux patrons des plus grandes entreprises au monde pouvaient se troller comme des gamins pendant plusieurs heures. Mais du coup, mis à part la joie de troller, son concurrent, le PDG de Twitter, a pu se réjouir en voyant une masse de nouvelles personnes débarquer sur sa plateforme, ce qui lui a permis de récolter des tas de nouveaux utilisateurs et de nouvelles données. Donc comme je le disais, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bon, maintenant si on devait conclure tout ça, on peut dire que ce qui est une simple panne de quelques heures, c'est que dalle pour certains et catastrophique pour d'autres. Il suffit qu'un seul truc pète pour que derrière ça fasse sauter tout un business. Et c'est dans des situations comme ça qu'on se rend compte à quel point on peut être dépendant de ces plateformes et de ces grands réseaux. Rappelez-vous, il y a quelques mois, ce sont des data centers d'OVH qui ont pris feu. Et c'est des milliers de sites internet qui ont sauté. Et un bon paquet de chiffre d'affaires pour les entreprises qui sont partis en fumée. Je pense que dépendre d'un seul réseau, c'est vraiment pas bon pour le business. Par exemple, moi, je sais que j'utilise plusieurs hébergeurs et serveurs pour mes sites. Comme ça, même si un serveur saute, les autres sites ne seront pas forcément impactés. Du coup, ce qu'on peut retenir, c'est de ne jamais mettre ses œufs dans le même panier. Ça paraît bidon comme conseil, mais c'est la vérité. Et on peut voir que même Mark Zuckerberg, patron de Facebook, fait encore cette erreur. Que ce soit pour vos serveurs, vos outils de partage de données et même vos sources de trafic, diversifiez au maximum. Je pense notamment aux entreprises qui font à 100% du Facebook Ads. Si elles avaient aussi fait sur AdWords ou du SEO, potentiellement le manque à gagner aurait été moins important. Aussi, évitez au maximum de vous inscrire à des plateformes en utilisant l'authentification Facebook. Il vaut mieux avoir un seul compte dédié pour chaque plateforme sur laquelle vous inscrivez. Rappelez-vous des mecs qui ont dormi dehors à cause de Facebook et Airbnb. Tout centraliser au même endroit, c'est prendre d'énormes risques. Du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. C'est comme stocker toutes vos données ou vos photos sur un seul et même disque dur. S'il tombe en panne, eh bien, vous perdez tout. Aussi, soyez vigilants à vos données qui peuvent fuiter à tout moment sur Internet. Ça peut aller très vite. D'ailleurs, très récemment, il y a eu un leak historique des données sur Twitch où toutes les données de l'entreprise ont fuité avec les comptes clients, les mots de passe, tous les projets de l'entreprise et même le salaire des utilisateurs de Twitch. Donc au passage, si vous êtes sur Twitch, pensez à changer votre mot de passe. Bref, essayons d'être plus vigilants sur nos données et d'éviter d'être trop dépendants à ces grosses plateformes qui peuvent s'éteindre du jour au lendemain. Je reviendrai à ce propos sur l'énorme scandale sur Twitch si ça vous intéresse. Je pourrais traiter le sujet en vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou appris des choses. Si vous avez kiffé, évidemment, n'oubliez pas de me laisser un maximum de pouces en l'air et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. C'était Jordan Bracco. Peace.